L'Inde. Deuxième pays le plus peuplé du monde avec un nombre stupéfiant d'1,4 milliard de citoyens et qui abrite 6 villes où la population dépasse les 10 millions. Les gens sont partout. Pourtant, en vous promenant dans les plus grandes villes de l'Inde, une révélation surprenante émerge. Le manque flagrant de gratte-ciel. Cette absence frappante de grands bâtiments ne peut qu'évoquer la question suivante. Où vivent et travaillent tous ces gens? Puisque ces centres urbains densément peuplés n'hébergent pas leurs résidents verticalement, où tout le monde se loge-t-il? La vérité indéniable est que les villes les plus peuplées de l'Inde n'ont pas de ligne d'horizon distinctive et qu'elles n'optimisent pas l'utilisation de l'espace urbain. Freinées par une urbanisation hasardeuse et un système juridique peu efficace, des villes comme Mumbai, Kolkata, Delhi et Bangalore ont pris du retard dans la course à la construction de villes hautes. Cependant, de nouveaux développements et initiatives de la part des urbanistes indiens s'efforcent d'exploiter la sagesse architecturale de leurs ancêtres, reconnaissant que de nombreux bâtiments inspirés par l'Europe et l'Occident ne correspondent pas nécessairement aux conditions climatiques de la région ou aux capacités de consommation d'énergie locale, compte tenu de l'infrastructure actuelle de la nation. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1958, la puissance économique de l'Inde a connu une série de hauts et de bas. À présent, l'Inde est sur une trajectoire inarrêtable pour devenir la troisième plus grande économie du monde d'ici 2030. Avec une population en plein essor alimentant cette poussée économique, les centres d'affaires de l'Inde anticipent une expansion incessante au cours des prochaines décennies. Par rapport à d'autres villes mondiales telles que New York ou Shanghai, la ligne d'horizon des paysages urbains de l'Inde semble être une anomalie. Que révèlent les horizons uniques de Mumbai, Delhi, Bangalore et Hyderabad sur l'état actuel de la culture, de la politique et du commerce indien? Et comment ces villes devraient-elles se transformer dans les années à venir? Découvrons les raisons du manque de gratte-ciel en Inde et pourquoi cela pourrait changer plus rapidement que vous ne le pensez. Pour explorer les origines du paysage urbain de l'Inde, nous devons remonter jusqu'aux années 1600, cette époque où l'occidentalisation a émis ses premières ondes de choc transformatrices à travers la nation. Certes, cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'immense chronologie historique de l'Inde, mais pour les besoins de cette vidéo, cela nous sert de tremplin vers le passé. Chennai, Mumbai et Kolkata, autrefois connues sous les noms de Madras, Bombay et Calcutta, sont devenues les principales villes portuaires de la Compagnie britannique des Indes orientales. Pour replacer cela dans le contexte mondial, la Compagnie britannique des Indes orientales était la plus grande et la plus influente compagnie de commerce de son époque, façonnant le commerce mondial et la géopolitique. Entourées de forts construits dans les années 1600, ces villes ont intégré la ségrégation dans leur conception, avec des frontières civiles qui maintenaient les Britanniques et leurs voisins indiens à distance. Pourtant, à Mumbai, les murs de séparation ont commencé à s'effondrer alors que les hommes d'affaires indiens infiltraient les frontières du fort et stimulaient l'activité économique locale. Le commerce s'est mis à prospérer, et à mesure que les Anglais s'aventuraient toujours plus nombreux vers l'Est, des banlieues intégrées ont vu le jour à la campagne. Un patchwork de styles architecturaux a accentué les disparités économiques et révélé un penchant pour le style plutôt que pour l'efficacité. Dans le quartier de Charanjit, à Kolkata, de grands manoirs et des huttes de paille se côtoyaient, peignant un tableau de contraste frappant. En comparaison, des villes européennes comme Londres et Paris subissaient leurs propres transformations urbaines pendant la même période, avec une architecture plus uniforme et une planification urbaine structurée. Comme l'a décrit un observateur en 1768, Kolkata était une confusion de maisons très superbes et très délabrées, de murs morts, de huttes de paille, d'entrepôts et de je ne sais quoi d'autre. L'influence britannique s'étendant sur des siècles, l'intégration est devenue inévitable. Les avellas, les places publiques et les quartiers ont intégré des éléments indiens et britanniques dans leur conception. Pendant le Raj britannique, des architectes européens ont donné naissance au style indo-saracénique, mélangeant l'architecture moghole et rajpute avec le gothique victorien et le baroque. L'Inde s'est transformée en terrain de jeu pour les architectes, les ingénieurs et les designers qui ont fusionné les esthétiques européennes et asiatiques. Avançons rapidement jusqu'en 1857. L'Inde est divisée. Il y a un ressentiment croissant contre la Compagnie britannique des Indes orientales en raison des efforts continus d'occidentalisation et de la controversée doctrine de la déchéance qui violait une loi hindoue stipulant qu'un dirigeant pouvait désigner un héritier non apparenté pour lui succéder. La Compagnie britannique des Indes orientales affirmait au contraire que dans les séas où un dirigeant n'avait pas d'héritiers apparentés,
Le territoire serait annexé par les forces britanniques qui forçaient l'aristocratie indienne à se déplacer. Les protestations contre cette doctrine ont entraîné des violences à travers le pays et ont culminé avec la mutinerie des Sipay. Ce nom provient des troupes indiennes qui l'ont menée. La mutinerie des Sipay a vu des milliers de soldats indiens, d'officiers britanniques et de civils innocents massacrés dans les échanges de tirs. Ce bain de sang a incité l'Empire britannique à modifier la direction de la Compagnie britannique des Indes orientales par un système plus réglementé, dont la direction a pris la forme du service civil indien, ou ICS. La nouvelle classe dirigeante d'élite, éduquée en anglais, gouvernait des régions à travers l'Inde sous la supervision britannique. Malgré leur éducation, de nombreux étudiants indiens se sont retrouvés exclus de l'ICS et ont remarqué un manque de représentation indienne dans les gouvernements provinciaux. Cette frustration a préparé le terrain pour le Congrès national indien en 1885, un organisme nationaliste qui allait diriger les boycotts des produits britanniques et défendre l'idée de l'indépendance indienne. Alors que les graines du nationalisme prenaient racine en Inde, un développement intrigant se déroulait de l'autre côté du monde. En 1885, la même année que le Congrès national indien, Chicago dévoila le premier gratte-ciel du monde, le Home Insurance Building, conçu par William le baron Jenney. Cette merveille de 10 étages mesurait 138 pieds de haut et était dotée d'un squelette en acier et en métal résistant au feu renforcé par du béton. Ce design révolutionnaire a transformé à jamais les techniques de construction des grands bâtiments et l'aménagement urbain. Après le grand incendie de Chicago de 1871, une ordonnance fut adoptée pour interdire les bâtiments en bois, incitant les architectes et les ingénieurs à repenser les matériaux utilisés, et Jenney ouvrit la voie vers la construction en hauteur. Le Home Insurance Building fut le premier à incorporer de l'acier structurel dans sa charpente, un élément de conception qui allait influencer plusieurs générations de bâtisseurs. Les innovations lors de la construction de ce premier gratte-ciel dépassèrent grandement l'utilisation de l'acier. De nombreux ingénieurs et architectes n'avaient d'ailleurs pas envisagé d'utiliser de l'acier dans leur conception, car le matériau était difficile à obtenir et était très cher à l'époque. Par la suite, c'est une innovation d'Henry Bessemer dans les années 1850 qui a révolutionné l'industrie avec l'invention de son procédé éponyme, Bessemer. Le processus impliquait de propulser de l'air à travers de la fonte en fusion dans un grand récipient en forme de poire appelé convertisseur Bessemer. L'oxygène de l'air réagit avec des impuretés telles que le carbone, le silicium et le manganèse, créant de la chaleur et produisant des scories. L'oxydation élimine les impuretés et réduit la teneur en carbone, transformant la fonte en acier. L'acier fondu était ensuite versé dans des moules pour se solidifier et prendre diverses formes et tailles. Le processus nouvellement développé a permis à des travailleurs non qualifiés de produire en masse de l'acier de manière abordable et efficace, et cette nouvelle innovation a contribué à alimenter la révolution industrielle, car les qualités robustes et résistantes aux intempéries de l'acier le rendaient idéal pour la construction de réseaux ferroviaires, ce qui a facilité la propagation du commerce et des voyages, aidant à connecter le monde et à échanger des informations plus rapidement. Pendant ce temps, l'invention de l'ascenseur sécurisé par Elisha Otis au début du 19e siècle a permis le transport sûr des travailleurs et des matériaux vers les étages supérieurs d'un bâtiment sans avoir à utiliser des poulies et des escaliers. Bien que les ascenseurs étaient nettement plus lents que ceux que nous utilisons aujourd'hui, la conception de la société Otis Elevator a révolutionné le travail des équipes œuvrant à de grandes hauteurs et a ainsi facilité la construction des gratte-ciels. Sans ces deux développements essentiels que sont le processus Bessemer et l'ascenseur sécurisé, le Home Insurance Building à Chicago serait resté un rêve inaccessible. Les habitants de Chicago ne pouvaient s'empêcher de lever les yeux avec émerveillement vers la nouvelle silhouette de leur ville, et d'autres villes ont commencé à suivre la tendance. Des visiteurs du monde entier affluaient pour voir cette merveille de construction. Et bientôt, d'autres grands bâtiments ont commencé à apparaître partout aux États-Unis. Lorsque Chicago a accueilli l'exposition universelle de 1893, la ville a attiré plus de 27 millions de visiteurs, inventeurs, pionniers et rêveurs pour témoigner des dernières innovations en matière d'urbanisme et d'ingénierie. La foire a dévoilé la grande roue et a vu l'électricité en courant alternatif et l'éclairage fluorescent conçu par Nikola Tesla illuminer les gratte-ciels de Chicago la nuit. L'innovation a fondamentalement changé l'apparence des villes et, par conséquent, la façon dont les gens y vivaient. Le Tower Building de 11 étages fut construit à New York en 1889, grimpant jusqu'à 162 pieds, tandis que le Wainwright Building, à Saint-Louis,
construit en 1891, comptait 10 étages et atteignait 147 pieds. 16 structures ont prouvé que les grands bâtiments pouvaient être conçus en s'attardant à la fois sur la forme et sur la fonction, plutôt que d'être simplement construits pour être utiles. En Europe, cependant, les gratte-ciel ont mis plus de temps à s'imposer, avec l'ouverture du Royal Liver Building à Liverpool en 1911, premier gratte-ciel d'Europe. Avec ses 11 étages et une tour à horloge de 316 pieds en son centre, le bâtiment était le plus haut d'Europe, jusqu'à ce que la Tour des Paysans à Anvers revendique le titre lors de son ouverture en 1932 sur les ruines d'un bâtiment qui avait été détruit par les bombardements de la Première Guerre mondiale. En passant rapidement, bien qu'on puisse soutenir que la ville de Shabam, au Yémen, datant du XVIIe siècle, pourrait être considérée comme la première ville à pouvoir se vanter d'un gratte-ciel avec ses tours de briques debout de 7 étages pour les besoins de cette vidéo, nous allons définir les gratte-ciel comme des bâtiments qui mesurent au moins 100 pieds de haut et qui ont une sorte de structure en acier. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'architecture urbaine de l'Hadrami, qui a organisé Shabam selon un système de blocs quadrillés, a été le précurseur de la plupart des plans d'urbanisme modernes. Bien qu'elle porte aujourd'hui le surnom de Manhattan du désert, Shabam existait déjà plusieurs siècles avant le premier gratte-ciel de Manhattan. En 1916, la Chine a dévoilé son premier gratte-ciel, le numéro 3 sur le Bund, à Shanghai, s'élevant à une modeste hauteur de 6 étages. Il n'atteignait pas tout à fait la hauteur de ses homologues occidentaux. Néanmoins, il prépara le terrain pour redéfinir les centres urbains d'Asie, inspirés par les innovations venues de l'étranger. Le cabinet d'architecture Palmer et Turner, basé à Hong Kong, a conçu le numéro 3 dans le style de Shanghai, établissant le Bund comme le nouvel épicentre des affaires de la ville. Avançons jusqu'en 1941. Cette année-là, la zone de planification du musée de Singapour accueillit le bâtiment Cathay de 16 étages. Cette structure révolutionnaire hébergeait le premier espace public climatisé de la ville, offrant un répit face aux températures estivales moyennes. Au milieu des années 80, le bâtiment Cathay a inspiré une vision d'un mode de vie urbain confortable et accessible grâce à l'incorporation de davantage de gratte-ciel. En 1959, à Chennai, en Inde, fut construit le bâtiment de la compagnie d'assurance vie Leak, haut de 177 pieds, et premier gratte-ciel d'Inde. En 1961, le bâtiment Usha Kiran de 25 étages, à Mumbai, dépassa le Leak en tant que plus haut bâtiment d'Inde avec ses 260 pieds. Cette tour de luxe, avec 2 appartements de 3200 pieds carrés par étage, a favorisé la création d'une communauté exclusive vivant au-dessus de la ville. Le bâtiment disposait de 5 ascenseurs et d'une piscine intérieure. En 1970, le Centre mondial du commerce à Mumbai se composait du Centre 1 et du Centre 2. Le Centre 1 prenant la tête du classement avec une hauteur de 516 pieds et 35 étages. Ce bâtiment a détenu le titre du plus haut d'Asie du Sud-Est pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il soit détrôné par le Planet Godrej et ses 594 pieds, puis l'Impérial à 690 pieds. Actuellement, le Palais Royal de Mumbai, haut de 1050 pieds et comptant 56 étages, est le plus haut gratte-ciel d'Inde. Beaucoup de ces bâtiments sont situés à Mumbai, qui abrite la plus grande concentration de gratte-ciel en Inde, avec 66 bâtiments dépassant 650 pieds et un total de plus de 200 gratte-ciel. Ce nombre de grands bâtiments peut paraître impressionnant, mais bien que l'Inde soit le 2e pays le plus peuplé du monde, elle ne se classe qu'au 12e rang mondial en nombre de gratte-ciel. Plusieurs autres pays asiatiques surpassent l'Inde en nombre de gratte-ciel, y compris la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud et surtout la Chine. La Chine, voisine du nord-est de l'Inde, compte 3084 bâtiments de plus de 500 pieds, 1035 dépassant 650 pieds et 107 dépassant 1000 pieds. En comparaison, les bâtiments de l'Inde sont à la fois moins hauts et moins nombreux. Cependant, on n'arrive pas facilement à expliquer les disparités entre les gratte-ciel de la Chine et de l'Inde. Alors que de nombreuses villes modernes partagent des caractéristiques similaires, l'évolution rapide des lignes d'horizon de l'Inde au cours de la dernière décennie l'a distinguée des autres. Pour comprendre pourquoi l'Inde possède un nombre relativement limité de gratte-ciel, nous devons explorer les facteurs sous-jacents. Alors, analysons tout ça. Pourquoi l'Inde a-t-elle si peu de gratte-ciel? Pour commencer, les gratte-ciel sont bien différents des autres bâtiments. Il existe depuis des siècles des cathédrales et des flèches de temples s'élevant à des centaines de mètres dans les airs. Mais elles n'ont pas été conçues pour que des gens habitent et travaillent à l'intérieur tous les 14 pieds environ.
Il faut donc des salles de bain, et celles-ci nécessitent des systèmes complexes pour l'eau, la plomberie et le contrôle de la pression. Aucun de ces éléments n'est facile à réguler ou à gérer, et l'Inde est confrontée à des défis considérables en matière de ressources en eau. Malgré le fait qu'elle abrite 20% de tout le bétail mondial et plus d'1,4 milliard de personnes, elle ne possède que 4% des ressources en eau du monde. Il y a beaucoup de cultures à faire pousser, de bouches à nourrir et de personnes à hydrater. Et cela ne prend même pas en compte le besoin en eau douce pour l'agriculture, l'hydratation et l'assainissement. De plus, l'eau douce est cruciale pour refroidir les moteurs et générateurs qui produisent de l'électricité et de l'énergie. Les bassins du Gange, du Godavari, de l'Indus, de la Krishna et du Brahmapoutre fournissent à l'Inde la majeure partie de son eau souterraine renouvelable. Avec l'augmentation des pressions démographiques, la croissance industrielle et le rythme sans précédent d'urbanisation que connaît l'Inde, il faut pomper toujours plus les eaux souterraines et à un rythme beaucoup plus rapide que les précipitations ne peuvent en reconstituer les réserves. Cela a conduit à une concentration accrue de fluorure et de nitrate dans les eaux souterraines du pays, ce qui rend tout de suite l'eau fraîche des puits beaucoup moins engageante. Malgré des précipitations abondantes pendant la saison des moussons, l'Inde manque d'infrastructures pour stocker et distribuer efficacement l'eau. Cela conduit à la contamination et au gaspillage de l'eau. Une grande partie finit dans des lacs saumâtres ou retourne à l'océan. Pour résoudre ce problème, des usines de dessalement sont en cours de construction le long des côtes de l'Inde. Cependant, ces installations ne sont pas seulement coûteuses à construire. Elles nécessitent également une quantité significative d'énergie électrique pour le processus de filtration, mettant une pression immense sur les réseaux électriques de l'Inde. Selon la Banque mondiale, une majorité de ménages urbains indiens n'ont accès à l'eau que quelques heures par jour, certains étant même limités à quelques jours par semaine. Malgré l'extension récente de l'accès à l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans certaines villes, cela n'est toujours pas universel. Tout le monde paie pour sa consommation, mais ceux qui sont prêts à payer plus reçoivent souvent une part plus grande, parfois au détriment des autres. La croissance de la population en Inde signifie que la disponibilité de l'eau par habitant peut rester stagnante, voire diminuer, tandis que l'utilisation d'eau par habitant devrait passer de 99 litres par jour en 2009 à 167 litres par jour d'ici 2050. Tout cela pose des défis pour construire des gratte-ciel, car l'eau et l'électricité jouent des rôles vitaux. La pratique standard implique de pomper l'eau vers un réservoir sur le toit, permettant à la gravité de maintenir une haute pression alors que l'eau descend dans les tuyaux. De plus, les générateurs dans les grands bâtiments nécessitent de l'eau pour être refroidis. Étant donné la forte demande en eau et en électricité concentrée dans une petite zone, on comprend pourquoi les urbanistes hésitent à remplacer les quartiers de faible hauteur par des tours de grande hauteur. Il est nécessaire d'augmenter le nombre de logements dans les villes indiennes pour faire face à la surpopulation. Mais cela peut alors attirer encore plus de personnes vers les centres urbains, exacerbant des problèmes tels que l'étalement urbain et les embouteillages. L'étalement suburbain incontrôlé des métropoles utilise des millions d'hectares de terre qui pourraient être utilisés pour l'agriculture ou la rétention d'eau. Cependant, l'immense empreinte des villes indiennes et de leurs banlieues facilite la distribution de l'eau là où elle est nécessaire. Et la régulation de l'accès domestique et l'équilibrage de ces préoccupations sont cruciaux alors que les lignes d'horizon de l'Inde continuent d'évoluer. Mais ce n'est pas seulement la diminution des ressources en eau qui jette le doute sur la faisabilité de la construction de gratte-ciel. La question de la capacité des infrastructures urbaines à supporter une population plus dense soulève également de sérieuses interrogations. Et il est légitime de se demander si les villes verticales seraient viables dans l'état actuel des choses. Les zones urbaines de l'Inde abritent près de 500 millions de personnes, soit environ 35% de la population totale du pays. C'est plus que l'ensemble de la population des États-Unis, où environ 80% des habitants vivent dans des zones urbaines. Donc, bien que proportionnellement moins d'Indiens vivent dans les villes, le nombre pur et simple de personnes qui vivent dans et autour des villes est stupéfiant. De plus, la Banque mondiale estime que si on inclut l'étalement urbain dans ce chiffre, alors 55,3% de la population de l'Inde vit dans ou à proximité des villes. Avec autant de personnes entassées dans une même zone pour le travail, le logement et la vie, les ressources ont tendance à être surutilisées puis sous-utilisées. Prenons l'exemple de la ville de Bengaluru.
parfois décrite comme la Silicon Valley de l'Inde. En moyenne, en semaine, la Corporation de transport métropolitain de Bengaluru transporte 4,8 millions de personnes avec plus de 6100 bus sur 2400 itinéraires. En 2022, cela a entraîné l'émission de plus de 1000 kg de dioxyde de carbone dans le ciel. Imaginez un scénario où, au lieu de vivre dans de vastes banlieues nécessitant de longs trajets, les travailleurs résideraient à seulement 5 ou 10 minutes à pied de leur bureau. Un tel changement atténuerait considérablement le problème de pollution de l'air en Inde. Bénéficiant à la fois aux individus et à l'environnement, si le trajet pour aller au travail est plus court, les gens peuvent se lever plus tard, dépenser moins de carburant, et tout cela créerait moins de pollution dans le ciel indien. Cependant, il y a un revers à cette médaille. Si les gens migraient depuis leur résidence suburbaine vers des gratte-ciel et des lieux de travail en centre-ville, plusieurs conséquences en découleraient. Premièrement, ils feraient probablement face à une flambée des coûts de location en raison de l'emplacement premium du centre-ville. Deuxièmement, les entreprises devraient payer des salaires plus élevés pour compenser l'augmentation du coût de la vie associée à la demande plus élevée pour des ressources limitées. Troisièmement, il subsisterait une communauté de travailleurs vivant à des kilomètres de leur travail, car ils veulent un emploi de bureau bien rémunéré qui pourrait faire passer leur famille de la pauvreté à la prospérité en une génération seulement. En conséquence, les centres urbains deviendraient plus attractifs que jamais, attirant des personnes désireuses de travailler, de vivre et de profiter de la compagnie d'individus prospères dans un environnement favorable. Eh bien, c'est ce qui s'est passé et aussi ce qui ne s'est pas passé. Alors que l'Inde investissait des ressources dans le développement urbain, les résultats étaient mitigés. La surpopulation a augmenté comme jamais auparavant, les gens étant attirés par la promesse de succès reflétée dans le vert brillant des nouveaux bâtiments emblématiques récemment construits. Ils comprenaient que pour accéder à ces opportunités, ils devaient se trouver à proximité immédiate des centres-villes. Cependant, le manque de logements abordables pour les employés à revenus moyens et faibles a conduit à l'expansion des bidonvilles. Une quantité stupéfiante de blocs de bidonvilles, soit 108 227, s'étendent sur 2543 villes. À Mumbai seulement, près de 60% de ses 21 millions d'habitants résident dans des bidonvilles. La ville a l'un des plus faibles ratios de surface au sol par habitant, avec une moyenne de seulement 2,9 mètres carrés par personne, principalement en raison de l'impact des bidonvilles. Alors que l'Inde s'efforce de reloger des millions de personnes vivant dans ces conditions, le défi est monumental, en particulier parce que les nouvelles infrastructures doivent être construites sur des terrains déjà occupés par des bidonvilles. D'autres problèmes causés par l'infrastructure de la ville découlent de deux textes législatifs importants. En 1947, une loi sur le contrôle des loyers a été promulguée par le gouvernement pour protéger les locataires de l'exploitation et des abus de leurs propriétaires, ceux qui en théorie étaient excellents. Mais le gel des loyers dans les villes indiennes a dissuadé les entreprises privées de créer des logements destinés à être loués. Sans perspective de croissance pour leur investissement, pourquoi investiraient-ils? Alors que les prix des terrains étaient excessivement élevés, la marge de bénéfice pour la possession de petites parcelles n'était pas assez attrayante pour stimuler un boom immobilier. De plus, les personnes qui se trouvaient déjà dans une grande ville n'avaient aucun avantage à partir. Cela a généré une sensation de stagnation sur le marché locatif immobilier. En somme, le secteur privé était découragé d'investir dans les immeubles résidentiels, et le propriétaire moyen ne pouvait pas trouver de propriété disponible à la vente, encore moins à la location. La deuxième loi qui a eu un impact sur le nombre de gratte-ciel en Inde, c'est la loi de 1976 sur le plafonnement et la régulation des terrains urbains. Encore une fois, cette loi a été instaurée avec une bonne intention. Faire baisser le prix de l'immobilier dans les villes afin que les gens ayant des revenus faibles ou moyens ne soient pas exclus. La loi a fixé une limite à la quantité de terrain qu'un individu ou une entreprise privée pouvait posséder. Elle a aussi autorisé le gouvernement à utiliser des terrains vacants pour des projets de logement abordables. À Delhi et à Mumbai, la limite était de 500 mètres carrés de terrain, tandis que dans certains marchés plus petits et moins compétitifs, elle pouvait aller jusqu'à 2000 mètres carrés. Cela a empêché les monopoles de contrôler les centres de logement urbains en Inde. Cela a aussi limité la croissance directement. En 1999, la loi a été partiellement abrogée pour la première fois, car il n'y avait pas assez de programmes en place pour soutenir la construction de logements à faible revenu. De plus, les gens avaient commencé à abuser du système en utilisant de fausses identités pour acheter plusieurs parcelles de terrain ou simplement en construisant illégalement, mais nous en discuterons plus tard.
Comme il n'y avait pas assez de logements disponibles, des bidonvilles ont surgi dans toutes les villes, apportant avec eux des préoccupations concernant l'hygiène et la sécurité dans les quartiers surpeuplés de cabanes et de baraques. Au début, le gouvernement a réagi en rasant les bidonvilles, mais ces personnes devaient bien habiter quelque part. La destruction de leurs maisons les a simplement conduites à se déplacer jusqu'à ce qu'elles trouvent un autre endroit inoccupé où habiter. Il y avait aussi un autre problème. Les personnes vivant dans les bidonvilles, qui représentaient jusqu'à la moitié de la population de ces villes, étaient celles qui fournissaient des services essentiels à ces mêmes villes et soutenaient l'économie. Une nouvelle approche a été prise sur la question des bidonvilles. Plutôt que de démolir les bidonvilles en espérant que les dizaines de milliers de personnes qui y habitaient trouveraient subitement un appartement à louer et un emploi avec un salaire suffisant, il fallait reloger les habitants des bidonvilles dans des espaces habitables avec des équipements de base et essentiels. Créée en 1997, l'Autorité de réaménagement des bidonvilles, la SRA, visait à créer une Inde sans bidonvilles grâce au logement de réhabilitation des bidonvilles. Des défis ont émergé après l'abrogation de la loi sur le plafonnement et la régulation des terres urbaines. En permettant à des entités privées d'acheter et de réaménager des terrains de bidonvilles, les marges bénéficiaires étaient minces en raison des politiques de contrôle des loyers. De plus, le relogement n'a pas abordé les problèmes socio-économiques qui ont conduit à la formation des bidonvilles à l'origine. La hauteur et la croissance des villes indiennes sont considérablement limitées par les particularités de leur code de construction et les défis posés par le changement climatique. Plus précisément, l'indice de surface au sol, ou ISS, les restrictions et l'effet d'îlot de chaleur urbain jouent un rôle crucial dans la formation du paysage urbain et influencent l'abordabilité du logement. Alors, qu'est-ce que l'ISS? L'ISS, également connu sous le nom de ratio de surface de plancher, dicte la relation entre l'empreinte horizontale d'un bâtiment et son espace vertical autorisé. Un ISS bas signifie un volume de bâtiment peu élevé. Et en Inde, l'ISS dans les villes sont notoirement bas. En 1991, l'ISS standard de Mumbai n'était que d'1,3, un contraste frappant avec l'ISS moyen de Hong Kong de 12, celui de New York de 15 et celui de Tokyo de 20. L'Inde moderne a connu de légères améliorations avec des autorisations d'ISS allant de 2 à 5 en fonction de la largeur de la route et de la taille du terrain. Cependant, cela reste insuffisant pour accueillir la population en croissance rapide et la demande toujours plus importante de logements abordables. Ainsi, l'extension urbaine et les trajets allongés, ainsi que la pression accrue sur les ressources naturelles, sont apparus comme des problèmes pressants. Pour suivre la demande, l'Inde doit investir dans de meilleurs équipements de transport, de routes, d'eau et d'électricité. Un autre facteur limitant la hauteur des bâtiments est l'effet d'îlot de chaleur urbain, un phénomène où l'activité humaine concentrée dans les zones urbaines entraîne l'augmentation de la température par rapport aux régions rurales environnantes. Les émissions de CO2, la déforestation et la conception des villes contribuent ensemble à cet effet. Les canyons urbains formés par les grands bâtiments et les rues peuvent piéger le rayonnement à longue onde, aggravant encore le problème. Une étude de TRI a révélé que les villes indiennes ont connu une augmentation de température de 2 à 3 degrés Celsius au cours des 15 dernières années, avec une différence de 5 à 7 degrés Celsius entre les villes et les zones rurales pendant les nuits d'été. Les grands bâtiments et les rues étroites des villes indiennes créent un environnement où la chaleur est facilement piégée et la circulation de l'air est limitée. Les ingénieurs explorent des options de couverture végétale pour atténuer ces effets, tandis que les promoteurs urbains visent à préserver les espaces verts au niveau du sol pour les rassemblements publics. Alors que les discussions sur l'inclusion de gratte-ciel dans les paysages urbains de l'Inde ont émergé, les architectes et les urbanistes ont initialement plaidé pour une concentration sur les bâtiments de faible hauteur. Ces structures, avec leurs coûts de construction moins élevés, répondraient aux besoins des familles de la classe moyenne. L'Inde, une nation fondée sur les principes de justice et de protection contre l'exploitation, comme inscrit dans sa constitution, a cherché à relever les défis auxquels est confrontée une partie importante de sa population urbaine. Cependant, face à la réalité de la pauvreté généralisée et des conditions de vie médiocres, il est devenu évident qu'il était nécessaire de trouver une nouvelle approche du développement résidentiel. La recherche de solutions alternatives et de stratégies de construction innovantes pourrait ouvrir la voie à un avenir plus radieux dans les villes de l'Inde, transformant le paysage urbain du pays et favorisant l'équité sociale. La manière dont les projets de construction illégaux ont créé des revers de toutes sortes est un autre obstacle au développement des lignes d'horizon de l'Inde.
Pendant les années 1990, les promoteurs ont exploité des failles en utilisant de faux noms pour acquérir plus de propriétés que ceux qui étaient légalement autorisés. Un autre exemple insensé s'est produit en 2022 dans la ville de Noida, où une paire de gratte-ciel a été construite sur CE, qui était censé être un espace vert au sein d'un plus grand projet de logement. Les plans du complexe prévoyaient à l'origine 14 bâtiments de 9 étages. Cependant, ces plans ont été modifiés à plusieurs reprises, aboutissant à 15 bâtiments de 11 étages, suivis de l'ajout non autorisé de 2 tours de 40 étages, Sian et Apex. Les résidents voisins se sont opposés à ces 2 gigantesques gratte-ciel, car les modifications non autorisées augmenteraient la population locale, prolongeraient l'exposition à la zone de construction et établiraient un précédent dangereux permettant aux promoteurs sans scrupules de contourner les réglementations pour faire des bénéfices. Le gouvernement a répondu avec des explosifs. 3500 kg d'explosifs, pour être précis. Plus que suffisant pour faire tomber les tours construites illégalement. Et puis, bien sûr, il y a le fait qu'une des raisons de la rareté des gratte-ciel en Inde est que, jusqu'à récemment, personne ne considérait leur absence comme un gros problème. Cependant, la situation continue de s'aggraver, avec des millions de personnes vivant dans des bidonvilles, confrontées à la chaleur, à la malnutrition, à la déshydratation et aux maladies. D'ici 2030, 250 millions de personnes supplémentaires devraient habiter les villes de l'Inde, tandis que le nombre de villes comptant plus d'1 million d'habitants passera de 42 à 68. D'ici 2050, l'Inde devrait compter 416 millions de personnes en plus dans sa population urbaine, l'augmentation la plus rapide au monde. Avec des projections de plus en plus précises, il est clair que l'infrastructure actuelle et la disponibilité de logements ne peuvent pas soutenir cette croissance démographique. Augmentation des températures, événements climatiques extrêmes, pénurie d'eau, l'Inde devra faire face à la pollution de l'air et d'autres défis dans les prochaines décennies. Il est essentiel de résoudre la crise du logement pour que l'Inde puisse connaître un succès économique. Mais ce n'est pas aussi simple que de remplacer les vieux bâtiments par des neufs. La ligne d'horizon de Mumbai change lentement, avec une augmentation du nombre de gratte-ciel, mais le processus est progressif et affecté par divers facteurs. La ligne d'horizon de l'Inde est façonnée par une combinaison de considérations politiques, sociales, économiques et culturelles, ainsi que par le hasard. Des structures emblématiques à travers le monde, comme la tour CN de Toronto ou l'Opéra de Sydney, sont nées de circonstances uniques et de l'innovation de leur population. Comparer l'horizon de l'Inde à ceux d'autres pays peut être trompeur, car les raisons du faible nombre de gratte-ciel sont enracinées dans une interaction complexe de l'histoire, de la politique et des événements. L'hypothèse selon laquelle l'Inde devrait compter plus de gratte-ciel ou est en retard par rapport à d'autres pays peut ne pas être exacte. L'Inde a une histoire d'adaptation des idées pour répondre aux besoins de ses habitants, et ses architectes et ingénieurs connaissent bien le paysage urbain de la nation. L'étude de l'architecture indienne ancienne pourrait fournir des informations précieuses pour la construction de bâtiments adaptés à l'Inde. L'avenir des villes indiennes reste incertain, mais l'évolution de la ligne d'horizon reflètera probablement les développements en cours au sein de cette nation complexe. Au fur et à mesure de l'évolution des villes indiennes, surveillez la ligne d'horizon. C'est un excellent indicateur des progrès du pays.